Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur ce qui a dominé l'actualité cette semaine avec à mes côtés ce soir Patricia Lémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Patricia, je rappelle votre dernier ouvrage Géopolitique du Sahel aux éditions PUF. Ziad Limam également avec nous ce soir, comme chaque vendredi d'ailleurs, directeur du mensuel Afrique Magazine à la une du mois d'avril. Ziad, l'Afrique face à la guerre et l'onde de choc de ce conflit au Moyen-Orient sur 1 milliard de personnes. Un mot là-dessus? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on pense que l'Afrique est éloignée, mais elle est totalement au cœur de cette histoire. D'abord par le deuxième des trois, Bab el-Mandeb, et puis par les répercussions des coûts de l'énergie qui ont explosé et qui font dérailler, qui impactent des économies fragiles. Et ce que je dis aussi, c'est un peu plus résiliente que d'habitude. Donc on va voir comment elles vont s'adapter à cette situation. Thomas Houfnoung, face à vous, chef du service Monde à La Croix. Bonsoir. Bonsoir. Thomas, on va tout de suite voir la une du jour. Comment les convertis stimulent l'Église. Vaste question ce week-end. Pascal à découvrir donc dans La Croix. Et puis Laure Simoès à vos côtés, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir Laure, merci à vous aussi d'être avec nous ce soir. Au sommaire donc, Donald Trump qui menace de s'en prendre désormais aux infrastructures civiles iraniennes et de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Déclaration dans le cadre d'une allocution cette semaine. Pendant ce temps, la riposte iranienne se poursuit, la crise énergétique aussi. Israël, pendant ce temps, poursuit ses frappes contre le Hezbollah sur Beyrouth et dans le sud du Liban, où Benyamin Netanyahou veut créer une zone tampon à l'intérieur des frontières du pays et contrôler toute la zone, même après la guerre. Israël qui, par ailleurs, a adopté cette semaine une loi très controversée autorisant la peine de mort pour des Palestiniens accusés de meurtres commis dans le cadre d'actions terroristes. Et puis objectif Lune, 4 astronautes de la mission Artemis 2 de la NASA ont décollé pour un aller-retour de 10 jours autour de la Lune. Première mission habitée en plus de 50 ans vers cet astre. Un test pour un retour à terme sur le sol lunaire en 2028. Une course aussi de vitesse avec la Chine. On commence donc par cette prise de parole solennelle de Donald Trump cette semaine, plus d'un mois après le début des frappes sur l'Iran. Mais au final, pour ne pas dire grand-chose, le président américain s'est félicité en tout cas de progrès considérables sur le terrain et se donne encore, dit-il, 2 à 3 semaines pour ramener l'Iran à l'âge de pierre. Dans la foulée, nouvelle flambée du pétrole, dans le contexte que l'on sait de blocage du détroit d'Ormuz, détroit que les pays de l'OTAN refusent toujours de contribuer à dégager. Fureur de Donald Trump à ce sujet qui qualifie l'organisation de lâche et de tigre de papier. On va écouter tour à tour Donald Trump et le porte-parole du commandement militaire iranien. Nous allons frapper l'Iran extrêmement durement au cours des 2 ou 3 prochaines semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre auquel ils appartiennent. En attendant, les discussions se poursuivent. Cette guerre se poursuivra jusqu'à votre humiliation, votre déshonneur, vos regrets définitifs et votre capitulation. Ziad, cette allocution mercredi du président américain avait été donc annoncée par la Maison-Blanche. On s'attendait donc à de grandes annonces et puis finalement ça a fait pchit, pas d'annonce particulière à part que les États-Unis vont continuer de cibler l'Iran et puis ces menaces de ramener le pays à l'âge de pierre. Auxquels ils appartiennent. C'est la deuxième partie de la phrase qui est horrible. C'est-à-dire que son inconscient s'exprime brutalement. L'âge de pierre auquel vous, Iraniens, vous devez être. C'est ça, c'est quand même d'un racisme assez achevé, quel que soit pour les civils iraniens. Oui. Moi, je pense qu'en fait, Trump, il ne faut jamais l'écouter sur une séquence. Il faut prendre 4-5 discours, interventions, interviews, séquences, coups de fil aux journalistes, pour avoir un peu l'ambiance, l'état d'esprit. Je crois qu'il y a une très grande frustration sur la manière dont la guerre se déroule. Je pense sincèrement maintenant que lui et son entourage, parce qu'on a des sources aussi sur Pete Hegseth en ce moment, pensaient que tout ça, c'était une semaine, on décapite le régime, hop, on passe à autre chose, c'est réglé, c'est le Venezuela, on fait du business, les Israéliens sont contents, c'est fini. Et 5 semaines après, bientôt, aucun de ces objectifs n'a été atteint. Aucun des objectifs n'est atteint, les objectifs changent tout le temps. Donc ça, je pense, la première chose, c'est la frustration d'une guerre qui ne finit pas, sur laquelle il ne peut pas se déclarer vainqueur, ce qui explique aussi le changement d'attitude militaire qui consiste maintenant à bombarder en gros en masse tout ce qui se présente. Et c'est terrible parce qu'on oublie toujours dans ces cas-là les populations civiles.
Je rappelle que Téhéran, c'est une ville de 12 millions d'habitants. C'est pas une petite ville. Les universités sont bombardées, les hôpitaux sont bombardés. L'Institut Pasteur, j'ai vu, est bombardé. On se demande pourquoi. Là, le pont, parce que soi-disant... Donc, il y a un coût humain très fort. Et donc, tout ça fait un ensemble. Et puis, il y a l'histoire du détroit d'Ormuz et de l'uranium, qui sont aussi disséminés dans les interviews successives. En gros, le détroit d'Ormuz, vous me saoulez tous. Vous avez qu'à l'ouvrir, puisque c'est votre business, vous, les Européens, les Asiatiques, tout ça, etc. Moi, je n'ai pas besoin de pétrole, j'en ai chez moi. Et les fameux 400 kilos d'uranium, ou je ne me rappelle plus du volume, c'est plus vraiment un sujet maintenant. C'est, de toute façon, ils sont enterrés. De toute façon, s'ils bougent, on leur tapera dessus. Donc moi, je vois beaucoup, beaucoup de frustration chez un homme instable. Le speech est totalement... la séquence que le monde attendait, suspendue, des décisions, c'est une espèce de verbiage très agressif. Il tient à peine debout, il est à moitié penché. Je trouve que c'est très inquiétant. Patricia, on a effectivement du mal à trouver de la cohérence dans tout ça, puisque le président est particulièrement erratique dans le cadre de cette guerre. Il menace aussi, je le disais, de cibler les centrales électriques. Là, ça pourrait constituer tout simplement des crimes de guerre. Je crois que le droit international, on a compris depuis longtemps que ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse et même dont il se soucie. Donc, s'il veut... D'ailleurs, en dynamitant ce pont, on voit bien en deux parties, avec des morts et des blessés d'ailleurs, il justifie ce qui est une infrastructure pour le coup civil, puis c'était relié à la mer Caspienne en plus de 2 heures, je crois, en moins de 3 heures à Téhéran, donc c'était un vrai avantage pour les civils iraniens. Il dit qu'en fait, il allait être utilisé par les gardiens de la révolution. Donc dès qu'il tape une infrastructure civile, il renvoie forcément aux militaires. Donc je crois que le droit, c'est le dernier de ses soucis. Simplement, ce qui l'agace beaucoup, c'est que le temps joue contre lui. Les Iraniens ont du temps, lui est un homme pressé. Et donc, ce temps long sur lequel jouent les Iraniens, qui se révèle, beaucoup plus résilient, et deuxièmement, avec une force militaire que l'on ne soupçonnait pas, tout ça, effectivement, l'irrite profondément. Sur le plan militaire, par exemple, on a découvert que non seulement, alors que les annonces israéliennes et américaines faisaient état de 70% des missiles détruits, ou même voire 90%, on découvre, en regardant d'autres données américaines consultées par la presse américaine, qu'en fait, ça serait que 50%. Donc, on voit bien que sur un plan militaire, il n'avait pas perçu, effectivement, cette menace. Il pensait qu'une fois décapité le régime, eh bien, il allait s'effondrer. Ce n'est pas l'histoire qui se joue. Alors, que fait Trump quand ce n'est pas l'histoire qui se joue ? Eh bien, il tape. C'est l'emploi de la force brutale. Et avec l'emploi de cette force brutale, il participe à la dislocation des alliances, parce qu'effectivement, on le voit avec ses alliés européens, c'est la dislocation des alliances. Et il participe à la dislocation de la mondialisation heureuse sur un plan économique. Donc je trouve comme résultat, ce n'est pas très bon pour l'ensemble du globe. Et parlant de dislocation des alliances, Thomas, Donald Trump, pris de court, visiblement, accuse les Européens concernant le détroit d'Ormuz d'être responsable de son blocage, car il refuse de s'engager donc, dans la sécurisation, disons, du détroit. Il accuse donc l'OTAN d'être un tigre de papier. Est-ce que les États-Unis pourraient techniquement sortir de l'OTAN ? Peut-être que Donald Trump aurait envie de le faire, vu le mépris dans lequel il tient un certain nombre d'alliés, d'adversaires, comme l'Iran, on le disait, qui veut ramener à l'âge de pierre, ou qui, selon lui, appartient à l'âge de pierre déjà. Il a un tel mépris pour un certain nombre d'acteurs que je pense qu'il est effectivement, les Européens, il ne les tient pas en haute estime. Je pense quand même son bras est un peu retenu quand même par un certain nombre de conseillers. On a du mal à savoir ce qui se passe véritablement à la Maison-Blanche. Est-ce qu'il lit ses notes? Est-ce qu'il écoute ses conseillers? Certains disent que même l'entrée en guerre contre l'Iran, il l'a voulu de cette manière-là, puis il a annoncé les objectifs irréalistes, notamment en termes de temps. Et aujourd'hui, peut-être qu'il est un peu plus réceptif à ce qui se dit autour de lui. Mais en ce qui concerne l'OTAN, je pense quand même qu'il y a des gens, enfin on peut l'espérer, autour de lui qui lui disent surtout de ne pas faire ça. Et puis de toute façon, c'est ce que disait aussi Ziad, ces déclarations, il faut les prendre dans le temps plus ou moins long, parce que ça varie un jour sur deux, il dit le contraire. Donc sur l'OTAN, voilà, c'est un message inquiétant, je trouve, surtout envoyé aussi à un certain nombre de pays, comme par exemple la Russie, qu'on oublie et qui est peut-être un des grands gagnants pour l'instant de ce qui se passe, qui est autorisé à nouveau à vendre son pétrole, ou en tout cas, il y a beaucoup de pays qui achètent du pétrole russe pour faire face à cette crise énergétique. Donc tout ça profite à la Russie.
Pour moi, ça profite aussi, je pense, à la Chine, qui apparaît comme une puissance stabilisatrice à côté des États-Unis d'Amérique qui sont totalement imprévisibles. Donc voilà, je ne pense pas que l'OTAN disparaisse du jour au lendemain. Après, Trump menace, après il dit on va régler les comptes. C'est totalement inconséquent d'en vouloir aux Européens, aux alliés de l'OTAN de ne pas intervenir dans le détroit d'Ormuz, alors qu'il a déclenché une guerre sans les prévenir. Donc voilà, c'est totalement irresponsable. Alors, purement pour rajouter juste un petit point, un détail sur l'OTAN, il est tenu par une loi qui a été votée en 2023. Ce qui est drôle, c'est que c'est Rubio qui a été voté du temps à son époque. C'est Rubio qui l'a fait voter. Parce qu'il se doutait bien qu'avec un président aussi compliqué. Donc, il faut la majorité du Congrès pour que les États-Unis se retirent de l'OTAN. Alors, est-ce que Donald Trump peut passer au-dessus du Congrès? Oui, effectivement, il peut dire « je m'en moque ». Et donc, après, il y a recours à la haute cour, à la Cour suprême. Mais on sait que la Cour suprême lui est acquise. Donc, il peut violer le droit. Mais en théorie, le droit le contraint. Puis alors après, une fois qu'il se retire de l'OTAN, si jamais tenté que ça soit voté au Congrès, il faudrait plus d'1 an pour vider les bases, pour faire des accords. Enfin, c'est très, très, très long. Et alors, par contre, ça nous mettrait bien dans l'embarras. Parce que nous, l'OTAN, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire en Europe? C'est à faire concilier des intérêts divergents et antagoniques des puissances européennes. Parce que franchement, parfois, entre l'Allemagne et la France, même si on parle du couple franco-allemand, maintenant on parlera plutôt du couple allemand-italien. Donc il y a quand même une rivalité à l'intérieur. Et grâce à cette chape, finalement, à ce parapluie otanien, tout le monde arrivait à se coordonner sur un plan militaire. Donc c'est utile pour nous parce que nous restons, malheureusement, et ça fait notre faiblesse, à l'intérieur de l'Europe, encore des rivaux. Ziad. Moi, je pense que les Européens se disent, grosso modo, pas tous, parce que, par exemple, ceux du flanc Est, ils ont une vraie problématique sécuritaire sur laquelle l'OTAN c'est une vraie protection. Les pays baltes, c'est une vraie protection. Les Polonais qui se sont surarmés depuis quelques années, ils ont quand même ce réflexe atlantiste, etc. Mais je pense aussi qu'il y a une autre école qui se dessine, et en particulier qui est incarnée en France, mais pas uniquement, qui dit, de toute façon, ce truc, c'est foutu. L'Occident, ensemble, c'est foutu. L'OTAN, il n'est pas obligé de sortir techniquement, légalement. Il peut juste abaisser le niveau des troupes, abaisser le niveau des engagements, dire l'article 5, il suffit de balancer 2 interviews pour dire, vous savez, moi, l'article 5... je ne sais pas si je l'appliquerai dans le cas de la Lituanie ou de l'Estonie. Donc, on peut dévitaliser l'organisation, d'où la tentative des Français, que je trouve intéressante quand même dans le monde moderne, de cette espèce d'alliance informelle des puissances secondaires, dont on parle beaucoup depuis le voyage à Tokyo, depuis le voyage en Corée, d'essayer d'avoir les Canadiens, de rassembler le N-1 de la puissance mondiale pour échapper aux diktats sino-américanos et un peu russes aussi. Et je trouve ça intéressant. Alors, l'impasse dans tout ça, c'est qu'on ne parle pas beaucoup au Sud global, qui serait un allié, parce que les gens ce qu'on appelle le Sud global, dans toute sa différence, essayent aussi de sortir de ce qui ressemble à un étau maintenant qui se resserre, qui est d'un côté la toute-puissance américaine, de l'autre côté la toute-puissance chinoise, et il faut naviguer entre tout ça. Un tout petit mot pour dire que peut-être que Trump peut être un moteur pour la défense européenne. Mais moi, je vois plutôt une défense européenne, un pilier européen qui se renforce au sein de l'OTAN. Je ne pense pas que, malheureusement, l'OTAN puisse se passer encore des États-Unis. Mais en tout cas, ça va pousser les Européens, et déjà on le voit bien, à augmenter leur budget défense et à mieux se coordonner. Thomas, un dernier mot rapide sur Volodymyr Zelensky, qui, on l'a vu, a achevé en début de semaine sa tournée dans les pays du Golfe, notamment Émirats, Arabie Saoudite. Il propose ses services donc, pour l'interception des missiles iraniens envoyés donc, sur ces pays du Golfe. Là, aujourd'hui, il propose aussi ses services pour débloquer le détroit d'Ormuz. C'est une manière en fait de rester au centre du jeu diplomatique alors que la guerre en Ukraine est passée au second plan. Oui, exactement. C'est pour continuer d'exister sur les radars des différentes parties dans ce conflit, de montrer qu'il est là, qu'il peut apporter quelque chose. On parle pas effectivement trop du conflit en Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est que les Ukrainiens ont l'air d'avoir repris un peu le dessus, en tout cas résistent mieux aux assauts russes. Et c'est vrai qu'ils ont acquis, il faut le dire, dans la douleur, mais un savoir-faire sur la lutte contre la neutralisation des drones. Donc il a raison
de proposer ses services pour montrer qu'il est là et qu'on peut compter sur lui. Et puis il y a l'argent. Et puis effectivement, Il y a l'argent des l'industrie pays qui du se Golfe, développe. hein, c'est important Mais- pour mais l'Ukraine. Très Mais cette rapidement. guerre, très rapidement, est préjudiciable parce qu'il n'aura plus de missiles pour mettre sur ses patriotes. Enfin, la défense aérienne est en train d'être détournée pour le Golfe pour l'instant. Laure, les dessins sur ce premier thème. Oui, je vais vous montrer 4 dessins. On commence avec un dessin du dessinateur suisse Hermann pour la Tribune de Genève. On l'a dit, après plus d'un mois de guerre, pas de capitulation en vue. Le conflit s'enlise. Et pour cause, on a ce dessin, un mois de guerre au Moyen-Orient. Ce conseiller qui dit, Monsieur le Président, les Iraniens refusent toujours de reconnaître leur défaite. Et lui qui répond, copieur. C'est quand même un dessin très bien joué de la part d'Hermann. Cet autre dessin du dessinateur jordanien Emad Hajjaj pour Al-Arabi Al-Jadid, on l'a dit, hein, un discours de très très haute volée. Nous allons les ramener à l'âge de pierre auquel ils appartiennent. Eh ben, c'est celui qui dit qui est. Hein. Du coup, Emad Hajjaj, le dessinateur, ne l'a pas raté. Et pourtant, il en faut beaucoup pour apparaître encore plus rétrograde que le régime islamiste iranien en place. Un autre dessin du dessinateur Mehdi de Tanzanie. Résultat des courses, l'allocution de Trump a fait flamber davantage le cours du pétrole. Voilà, l'image est aussi simple qu'efficace, mais elle est très parlante. Et puis pour terminer, ce dessin du dessinateur syrien très 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 talentueux, Fares Garabet. Où trouver la sortie ? Eh bien, ce conseiller a peut-être une bonne idée. Je recommande que nous revenions sur les dossiers Epstein. Pourquoi pas ? Ce serait d'une pierre deux coups, finalement. Ça pourrait régler temporairement un certain nombre de problèmes. Merci beaucoup Laure, merci beaucoup pour ces dessins. Les deuxièmes thèmes d'une semaine dans le monde ce soir, Israël qui poursuit ses frappes aussi contre le Hezbollah, non seulement à Beyrouth encore aujourd'hui, mais aussi dans le sud du Liban où Israël veut créer une zone tampon à l'intérieur des frontières du pays et contrôler toute cette zone jusqu'au fleuve Litani, soit à 40 km environ de la ligne bleue qui délimite donc Israël et le pays du Cèdre, une zone de sécurité où les quelques 600 000 Libanais qui ont dû fuir ne pourront plus retourner. Toutes les habitations seront d'ailleurs détruites. Israël qui a par ailleurs adopté cette semaine ce projet de loi établissant la peine de mort pour des Palestiniens accusés de meurtres commis dans le cadre d'actions terroristes. À ce sujet, on va écouter le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir. La règle est la mort, la prison à vie est l'exception. C'est ici le lieu où dire ces mesures apportent une justice historique. Patricia, une loi ouvertement discriminatoire, tollée évidemment auprès des Palestiniens de la gauche israélienne et beaucoup aussi à l'international. Pour beaucoup, il s'agit d'un système d'apartheid qui est institutionnalisé. Je crois que le système d'apartheid, il existe déjà depuis un certain temps, hein, depuis l'établissement, le vote de cette loi sur l'appartenance à l'État d'Israël étant réservée en tant que nation au peuple juif et pas aux Arabes vivant, c'est une loi de 2020. Donc l'apartheid est déjà instauré dans les faits. Là je pense qu'on ne peut pas parler d'apartheid, on peut parler plutôt d'une violation peut-être des droits humains. Et surtout, moi, je trouve que pour un peuple qui a souffert de la Shoah, qui a souffert de crimes contre l'humanité, que ses gouvernants, et je fais vraiment la différence entre les gouvernants et la population israélienne, que les gouvernants fassent ce retour en arrière sur un plan du droit humain, c'est un très mauvais signe envoyé globalement à la planète. Sommes-nous dans une époque de régression complète menée par certains gouvernements, j'ai envie de dire, illibéraux? C'est la question que ça pose, et ça le pose d'autant plus que le peuple juif qui vit en Israël a été victime d'atrocités. Et là, il a à la tête un gouvernement qui, effectivement, est en but au terrorisme, à tout ça, mais rétablit ce qu'il y a de plus, finalement, obscur dans l'homme, c'est la vengeance par la peine de mort. S'il y a d'une justice d'exception, en tout cas, existe déjà de fait dans tous les territoires palestiniens. L'internement administratif, etc. Enfin, c'est vrai que c'est un recul, mais encore une fois, on est dans la matrice palestinienne. C'est-à-dire, ce qui est choquant, le recours à la peine de mort,
chacun son opinion, mais ceux qui trouvent ça choquant, c'est choquant. Mais si on dit tous les actes terroristes sont passibles de peine de mort, c'est-à-dire inclus des actes terroristes ou de violences terroristes qui seraient commis en particulier par des colons israéliens ou des colons juifs dans les territoires occupés, Cisjordanie, etc., on aurait pu dire, bon, on est contre la peine de mort, mais il y a une forme d'égalité dans l'immoralité. Bon, peut-être. Là, le problème, c'est qu'on a quand même, si on dit, c'est les Palestiniens et les autres, c'est pas le cas. Donc c'est ça qui est extrêmement choquant et c'est la dérive quand même de ce gouvernement qui est allié à l'ultra-droite kahaniste, parce que nous on parle d'extrême droite, mais c'est des gens qui se réclament du rabbin Meir Kahan, l'expulsion des Palestiniens, etc. Donc au fond du fond de tout, c'est la matrice palestinienne, le problème palestinien qui revient en permanence, et une partie de la société israélienne, en tous les cas celle qui est la plus à droite, qui refuse d'envisager ce problème autrement que par la répression ou l'expulsion ou de la négation de la réalité palestinienne. C'est quand même 3 millions de gens en Cisjordanie, 2 millions à Gaza. On ne parle plus du tout de Gaza, d'ailleurs on ne sait plus du tout ce qui se passe. Le Hamas, qui devait être désarmé, visiblement est toujours présent dans la partie au-delà de la ligne jaune. Voilà, donc moi je trouve ça incroyable que presque je me rappelle quand j'avais 20 ans, je me disais un jour la paix en Palestine et la paix en Israël, et c'était un objectif, on s'était donné ça dans la tête. Et puis il y avait les accords d'Oslo, et puis on se disait que c'était un nouveau monde, et tout ça a été torpillé par les durs. Bon, les Palestiniens ont joué une partie du jeu, le Hamas a joué une partie de la partition qui était de saper tous les efforts qui auraient pu permettre d'avoir un accord de paix qui aurait été forcément pas... C'était pas une seule Palestine, mais bon, voilà. Mais tout ça est à l'échec absolu aujourd'hui. Et en face, Thomas, effectivement, notamment en Cisjordanie occupée, la violence des colons n'a jamais été aussi débridée et aussi impunie. Oui, et d'ailleurs le chef d'état-major, je crois, de l'armée israélienne a écrit à ce sujet en disant, en employant le terme de pogrom, ce qui est très fort, bien sûr, de la part d'un Israélien juif. Donc, ça a une connotation très forte. Donc, voir que le chef d'état-major et que l'armée elle-même s'inquiète de cette dérive sans fin et de cette impunité qui est donnée aux colons. Il a parlé d'immoralité. D'immoralité. Il faut voir que Ben Gvir et puis Smotrich, son acolyte, sont très liés, bien sûr, aux colonies. Et en fait, c'est qu'en quelque sorte, quand Ziad parlait de ces espoirs de paix, en fait, cette colonisation, elle ronge aussi de l'intérieur l'État d'Israël. Et elle aboutit à ce qu'on voit sur cette peine de mort, la peine de mort qui était en vigueur mais jamais appliquée, si ce n'est pour Eichmann en 62. Mais là, clairement, on voit que les valeurs démocratiques d'Israël sont battues en brèche. C'est vrai qu'Israël qui se prend... C'est vrai que c'est pas nouveau, ces détentions administratives, cette répression dans les territoires, les règles qui ont été assouplies pour l'intervention des soldats, notamment en Cisjordanie, et puis bien sûr sans parler de Gaza. Mais là, quand même, on sent qu'on franchit encore un palier. Et encore une fois, moi, je pense que c'est cette situation d'occupation des territoires qui ronge de l'intérieur l'État d'Israël et qui bafoue lui-même ses propres valeurs. Et occupation, justement, c'est ce qui s'annonce aussi donc, dans le sud Liban, avec cette zone tampon étendue. Enfin, c'est en tout cas ce que souhaite Israël, même après la guerre. Zone qu'il souhaite contrôler. Pour l'instant, effectivement, c'est le ministre de la Défense qui a dit qu'effectivement, il était hors de question après la guerre que les habitants reviennent dans cette zone. Donc c'est un dur du régime quand même. Donc c'est pas une position. Mais c'est surtout les durs du régime qu'on entend en ce moment. Voilà. Mais c'est pas une position prise complètement et entérinée par le Premier ministre israélien qu'on va occuper indéfiniment le territoire jusqu'au Litanie. Parce que l'occupation jusqu'au Litanie, qui a déjà été faite de 1998 pratiquement, ou plutôt 2002, non, attendez, 78 à 2000, a été très lourde de conséquences. Il y a eu des soldats qui ont été tués, il y a eu des attentats, en particulier contre le QG de Tyr, qui avait été très violent. Enfin, ça a laissé de très mauvais souvenirs à Israël. Et en plus, ce n'est pas en occupant, je pense, cette partie qu'ils vont totalement éradiquer le Hezbollah, puisqu'il s'agit d'éradiquer le Hezbollah, les caches, les souterrains et les cachettes. Parce que le Hezbollah est très incrusté dans la Beka. Alors, est-ce que l'occupation doit s'étendre aussi à la Beka ? Enfin, si vous voulez, c'est une lutte sans fin. Là, ils annoncent leur intention, en tout cas, de détruire 2 ponts.
justement dans la... Bien dans sûr, la peine de la pour Becque. faire en sorte. Mais quand on a été en 2006, par exemple, quand on a couvert la guerre de 2006, autour de cette table, on doit être plusieurs à l'avoir couvert, les ponts étaient déjà détruits, les infrastructures étaient déjà détruites, si vous voulez. Donc, c'est pas tant la destruction, c'est le projet politique qu'il y a derrière. Et est-ce que ce projet politique permet d'aboutir à ce que veulent les durs du régime, c'est-à-dire la destruction du Hezbollah? Ça, je ne crois pas. Ça Mais justement, rassure. c'est pas un projet politique. Oui, C'est un ça projet rassure. uniquement militaire. Si je me permets, Oui. j'ai l'impression que c'est bien ça le problème. Si on revient à ce qui s'est passé entre 1978 et 2000, ça s'est soldé par un échec finalement. Le C'est ce que je Hezbollah- disais. C'est ça, le effectivement. Hezbollah est toujours là. Ziad parlait du Hamas qui est toujours là à Gaza. Voilà, on n'est pas dans la tête des stratèges israéliens, mais on a l'impression qu'ils répètent les mêmes erreurs indéfiniment. L'usage de la force pour régler les problèmes qui ne règlent rien sur le fond et dans la durée. Juste avant de passer à la parole, j'ai fait une petite erreur de date quand même. La loi sur l'État-nation juif, enfin, israélien, date pas de 2020, mais de 2018. J'aime Merci. rectifier les Merci erreurs. pour la rectification, Patricia. Ziad. Il y a dans le quotidien Haaretz, il cite des experts militaires qui disent on ne peut pas se débarrasser du Hezbollah, sauf à conquérir, ce que vous avez dit tous les deux, tout le Liban. Tout le Liban. Parce que ce n'est pas que la Beka, c'est la banlieue sud, tu peux la raser. Ça ne changera pas le fait qu'il y a des mythes. Et la deuxième chose, ce qui relève, elle, véritablement d'un crime de guerre, c'est l'expulsion des populations chiites de tout le sud. En faisant pression sur les populations 600 000 druzes personnes, hein. et les populations chrétiennes en disant attention, n'hébergez pas, Ouais. ne protégez pas. Parce qu'on fait Sinon, pas la vous différence serez entre- potentiellement visé. quoi. c'est difficile de faire la différence entre un chiite Hezbollah, un chiite radical, un chiite de gauche, un chiite... c'est infaisable. Donc c'est là où, ce que vous avez dit tous les deux, l'impasse stratégique de ne pas avoir le courage de rentrer dans une discussion politique avec le Liban. Aujourd'hui, les Libanais sont prêts. Le gouvernement libanais est prêt. Il est abandonné, excusez-moi de le dire, parce que les effets de manche français et du reste de la planète pour dire le pauvre Liban, bref, ils sont abandonnés à eux-mêmes. On demande à l'armée libanaise de liquider le Hezbollah avec des lance-pierres et des arcs. Donc, c'est pas possible. Et puis, si on veut pousser ce pays à la guerre civile, autant y aller. Donc, on voit bien que la seule solution, c'est un deal, c'est un arrangement peut-être dans une première étape qui amènerait à quelque chose d'historique entre le Liban et Israël pour normaliser la frontière nord d'Israël, normaliser la frontière sud du Liban, apporter des garanties de reconstruction au Liban pour qu'on passe à autre chose et des garanties de sécurité à Israël. Mais on est à des années-lumière de ça. Mais on voit bien qu'Israël, pour l'instant, est dans la logique du marteau, c'est-à-dire marteau sur le Liban, marteau sur la Syrie, marteau sur l'Iran, marteau sur les Houthis. On est dans une logique purement militaire, avec une absence de réflexion peut-être sur le monde de demain. Mais le monde de demain, Israël, là, c'est un monde qui est moyen-oriental, diminué, plutôt chaotique pour pouvoir organiser Donc pas plus sûr pour Israël. une suprématie. Et alors que le nœud du problème, et j'en finirai par là, le nœud du problème, c'est qu'il n'y aura pas de paix dans cette région tant que la question palestinienne ne sera pas réglée. Et donc c'est bien là, au-delà du Liban, au-delà de l'Iran, au-delà de tout, tant que cet abcès-là ne sera pas percé et soigné, eh bien, il n'y aura pas de paix pour Israël. Thomas, un dernier mot. Ziad évoquait la France et son impuissance face à cette situation. Israël, d'ailleurs, tourne le dos chaque semaine encore plus justement à la France. C'est le ministère israélien de la Défense qui a annoncé mardi dernier mettre fin justement à l'importation, aux importations de défense française. Alors on précise que ce n'est pas des armes que la France fournit à Israël, mais des composants. Ouais. Voilà, des composants utilisés dans des systèmes défensifs. La France, en tout cas, n'est plus une alliée pour Israël. C'est vrai qu'il faut se souvenir de l'histoire. La France a été très très proche d'Israël pendant des décennies. On sait, c'est un secret de polichinelle, que les Israéliens ont l'arme atomique, l'arme nucléaire. Et c'est notamment grâce aux Français qu'ils l'ont eu sous la 4e République. Après, les choses se sont détériorées un petit peu sous De Gaulle et depuis, les relations sont assez chaotiques. Mais là, on voit que les Israéliens considèrent que, je pense qu'un des caps, ça a été notamment le fait que Emmanuel Macron reconnaisse l'État palestinien. Ça, c'est quelque chose que les Israéliens n'ont pas admis. Et donc, ils le font payer aujourd'hui. Mais comme vous dites, c'est une décision symbolique forte. Mais dans les faits, je crois que les Israéliens n'ont pas forcément besoin des livraisons d'armes de la France. Mais la France, c'est aussi ce qu'on a dit sur le Liban.
elle avait une influence importante à un moment donné dans cette région. On a l'impression qu'elle est quand même de plus en plus hors jeu, malheureusement. Laure, les dessins. Oui, je vais vous montrer 4 dessins. On commence par un premier dessin du dessinateur belge Lectre pour De Standaard sur quand même la réaction de la communauté internationale autour des agissements du gouvernement Netanyahou. Il y a eu Gaza, il y a eu la Cisjordanie, il y a la Cisjordanie, il y a toujours Gaza d'ailleurs, et maintenant le Liban. Donc cette allégorie, elle est très utile pour voilà, dire un petit peu l'impunité du gouvernement Netanyahou. Un autre dessin du dessinateur suisse Chapat pour Le Temps sur le Liban, qui est littéralement pris au piège d'une guerre qui lui est imposée entre Israël et puis le Hezbollah. Et il trouve une bonne formule, notre cher ami Chapat. J'ai perdu le fil, on en est à quelle guerre des autres? Parce que le Liban est cette guerre des autres dont Chapat parle très bien. Un autre dessin du dessinateur jordanien Osama Hajjaj, puisqu'on parle de fil, restons dans la couture, si j'ose dire. Après Gaza, donc la Cisjordanie, donc à la merci du gouvernement Netanyahou, avec l'aide de son tailleur expert en sur-mesure que vous aurez reconnu. Et puis pour terminer, ce dessin qui a un petit coup de génie de Emad Hajjaj, le frère, l'autre Hajjaj de Jordanie aussi, sur cette loi scandaleuse. Il a pensé, il a eu le petit coup de génie, le dessinateur, de simplement représenter le changement de pins que vous avez pu voir sur les députés d'extrême droite de la Knesset. On est passé du ruban jaune pour libérer les otages israéliens au nœud coulant du pendu pour tuer les prisonniers palestiniens. Il suffisait simplement finalement de représenter ça. Puis tout était dit sur le virage autoritaire et très dangereux du gouvernement en place. Merci beaucoup Laure et merci pour ces dessins. Allez, dernier thème d'une semaine dans le monde ce soir, on en parlait tout à l'heure, objectif Lune donc pour ces 4 astronautes de la mission Artemis 2 de la NASA qui ont décollé mercredi pour un aller-retour de 10 jours autour de la Lune. Première mission habitée vers la Lune en plus de 50 ans depuis les missions Apollo. Au sein de cet équipage, la première femme et la première personne noire à voyager jusqu'à la Lune. Présence aussi d'un non-américain, un test pour un retour à terme sur le sol lunaire en 2028, avant donc la fin du mandat de Donald Trump. On va écouter tout de suite le commandant américain de cette mission. La montée a été incroyable. Quelle vue! Nous avons déjà assisté à 2 levées de lune et admiré la Terre. Nous l'avons complètement contournée et nous avions oublié à quel point c'est magnifique de contempler la Terre. Thomas, une mission absolument historique dans le sens où elle emmène donc l'humanité au point le plus éloigné de la Terre qu'elle ait jamais fait. Enfin, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais je crois que vous avez compris. Ici, On n'a jamais été aussi loin, quoi. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que ça nous fait prendre de l'altitude un petit peu par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Et en même temps, la géopolitique n'est jamais loin, puisqu'on sait que les Chinois sont eux aussi lancés dans la course. Donc ce n'est pas juste pour montrer la grandeur de l'Amérique ou faire un peu son Kennedy que Donald Trump soutient ce programme et investit dans ce programme. Voilà, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir qu'on peut aussi se projeter vers, j'allais dire presque au-delà et l'infini, mais l'infini et au-delà plutôt. Mais voilà, donc c'est encore une fois, il y a cet aspect géopolitique qui est très fort. On parle de station lunaire, les Chinois y pensent aussi. Elon Musk est aussi du business. Elon Musk est aussi dans la manche de Trump et de la NASA. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la NASA, c'est aussi maintenant du public et du privé, puisque dans ce programme, il y a des entreprises privées, SpaceX, qui sont aussi dedans. La place des Européens, elle est malheureusement un peu marginale, même s'ils participent à ce programme. Et nous, on est très loin de la question des vols habités. On est un peu là hors course à ce niveau-là. Ce qui pose quand même beaucoup de problèmes pour ce qui est de l'autonomie stratégique. Oui, on investit beaucoup dans les satellites. On dit avec des satellites de haute technologie, on essaie de faire bonne figure en disant que ces satellites disposent de technologies extrêmement sophistiquées, mais leur nombre est extrêmement réduit par rapport aux satellites envoyés par les Américains, notamment par Elon Musk, les fameuses constellations de satellites.
Les Chinois aussi ont des projets assez incroyables, des constellations de 12 000 satellites, 2 fois 12 000. Alors ça pose un autre problème d'ailleurs, c'est qu'on parle de pollution spatiale. C'est qu'il y a même eu, il y a quelques années... Beaucoup de débris spatiaux. De débris, je ne sais pas si vous vous souvenez, les Russes avaient, je crois, détruit un de leurs satellites qui était hors d'usage, et les débris, un peu comme dans le film Gravity avec Georges Clooney, avaient failli endommager la station internationale. Donc, et apparemment, certains satellites sont aussi attaqués. On n'en parle pas beaucoup, mais... Oui. C'est la science-fiction qui viendra, c'est quand on se flinguera à partir des satellites. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est qu'il y a un côté presque poétique de repartir à la conquête de l'espace 50 ans après la Lune pour aller sur Mars. Parce que c'est ça qui est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire que la Lune étant l'étape qui devrait ouvrir l'expansion de l'humanité dans l'espace, celle que vous avez tous lue dans les romans d'Isaac Asimov, dans les grands films de science-fiction, etc. Mais souvent, dans ces romans et dans ces grands films, on a affaire à une humanité unie. C'est-à-dire, c'est un mouvement de l'ensemble des hommes qui vont vers l'espace. Et alors là, dès le début, au début, c'était les Russes et les Américains. Les Russes ont disparu d'ailleurs de la scène spatiale. Maintenant, c'est les Chinois et les Américains qui se tirent la bourre en dépensant des milliards de dollars pour arriver sur la Lune. Et on serait curieux de savoir s'il y a 2 bases, une américaine et une chinoise sur la Lune, comment ils vont régler leurs problèmes et comment on va peut-être se retrouver avec un droit de la Lune pour diviser qui prend la pierre de gauche et qui prend la pierre de droite. Donc je trouve ça assez... Il y a pourtant des règles internationales qui mais il y a un droit de l'espace. Oui, il y a le droit, mais le droit de l'espace de 67, il est totalement flou. Et là, la course américaine Artemis, on fait partie du programme Artemis. On a nos ingénieurs, ils adorent nos ingénieurs parce qu'on leur fournit des petits modules et des autres choses. Ils nous trouvent très bons, donc ils savent nous utiliser quand ils en ont besoin. Donc, dans le cadre de ce programme Artemis, qu'est-ce que veulent les États-Unis? C'est arriver sur la Lune avant les Chinois, pour pouvoir finalement... Et avant faire la fin du mandat de Donald Trump. Oui, évidemment. Bon courage, évidemment. Pas gagné, mais avant, surtout que les Chinois arrivent pour prendre possession finalement et instaurer leurs propres règles. Parce que le premier arrivé va mettre en place les règles du jeu. Et donc les Chinois sont à la ramasse derrière, mais ils ne sont pas très loin non plus. Et qu'est-ce que représente la Lune? C'est pas que le tremplin pour aller sur Mars, c'est aussi des terres rares. C'est alors, aussi c'est quoi de les l'eau ressources du coup, sur la face cachée. C'est aussi beaucoup d'eau. Il y a de l'hélium notamment, c'est ça? Oui, il y a enfin, moi je n'ai pas le détail des terres rares, mais je sais que c'est quand même une mine géante avec aussi des capacités en eau, parce que notre problème à terme sera un peu l'eau aussi sur la Terre. Et surtout, si on va aller sur Mars, il faudra qu'on ait des réserves d'eau. Et la face cachée de la Lune a ce côté réserve potentielle en eau, puisqu'elle est beaucoup plus allumée. Et j'en finirai par quelque chose, je trouve qu'aussi, il y a un côté rêveur. Quand on a parlé de l'émission, j'ai dit, moi, en même temps, ça m'inspire parce que quand on voit que dans la fusée, il y en a le pilote a pris les commandes à un moment donné pour faire une manœuvre d'approche sur le bout de la fusée qui restait, qui allait partir, qui s'était disloqué, qui s'était séparé, mais il fallait quand même qu'il teste comment diriger son vaisseau pour aller comme s'arrimer. Enfin, c'est vraiment les films de science-fiction. Et donc, on n'en est pas loin. La science-fiction devient réalité, quoi. Ouais, après, on pourrait aussi être un petit peu grognon et dire que c'est un tel bazar sur Terre on va reproduire ça dans l'espace. Non, mais on disait déjà ça il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans. Pourquoi aller sur la Lune? Pourquoi tout ça? Ils vont chipoter. Bon, je pense que l'état dans lequel on est aujourd'hui, parce que c'est quand même pas une belle période de l'histoire de l'humanité. On peut quand même être d'accord là-dessus. Les conflits, les guerres, la famine, la pauvreté, les inégalités. Alors je sais qu'il y a toute une théorie qui dit que ça va mieux maintenant si on compare au Moyen-Âge, certes, mais si on compare à 20 ans avant, c'est quand même... Je pense que si on mettait un peu d'énergie positive déjà ici, et puis pourquoi pas aller sur Mars un de ces jours, ce serait pas mal. Thomas, une note positive du coup pour finir. Oui, parce que dans la station orbitale internationale, il me semble que... Oui, là c'est le dernier espace de coopération. Voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'il y avait des Russes et des Américains. Donc alors que les humains sur Terre s'entretuent ou se font face à face, là-haut, il y a encore de la coopération. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il y a un Canadien avec des Américains. Donc ça veut dire qu'entre le Canada et les États-Unis, finalement, il y a de l'avenir quand même. L'idée, ça serait peut-être de nous mettre tous dans un petit espace restreint. En orbite. Et en orbite. Comme ça, on serait obligés de se mettre d'accord.
Allez, Laure, les dessins sur ce dernier thème. Oui, ben, ils vont nous faire atterrir vite fait, bien fait. Un dessin du dessinateur belge Vado qu'on ne présente plus pour l'écho, parce qu'il y a évidemment l'espace, mais il y a aussi le temps, ça va ensemble. 54 ans sont passés depuis que l'homme a marché sur la Lune, mais on dirait que le temps, lui, il est resté suspendu. On pratique tous les deux la stratégie du fou, dit Trump à Nixon. Alors, lui, son boulet, c'est l'Iran, l'impopularité, Epstein. Nixon, à son époque, c'était le Vietnam, l'impopularité et le Watergate. Et puis voilà, il se permet de lui dire quand même, ça ne s'est pas bien terminé me concernant. Un autre dessin que j'aime beaucoup du dessinateur américain Koterba, parce que, attention, c'est mal connaître les Sélénites, qui sont réputés pour ne pas se laisser faire, que de penser que la Lune est à vendre. Donc, ils sont bien préparés à accueillir les Américains, nos amis les habitants de la Lune. Et puis, en bonus, pour terminer, ce dessin de Chapat pour le temps, que je trouve très, très drôle, parce qu'il fut un temps où les Américains venaient en paix pour toute l'humanité. Qu'est-ce qu'on a pu être woke. Qu'est-ce qu'on a pu être woke à l'époque. Vous voyez qu'ils arrivent avec America First, des plans d'extraction, etc. Et moi, ce que je préfère dans ce dessin, c'est le coup de génie des dessinateurs quand ils arrivent à le faire, c'est qu'on devine la démarche de cow-boy sous le costume de l'astronaute. Si vous regardez bien les deux... Et une terre un peu triste. Oui, un peu terne. Triste, comme un... Ça laisse pensif. Merci beaucoup Laure, merci beaucoup à tous les dessinateurs d'avoir participé à cette émission. Merci Thomas, Patricia, Ziad d'avoir également participé. L'émission est à retrouver sur notre site internet. Restez avec nous. Prochain point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.